Karen Bainman était une jeune femme de 18 ans, étudiante à l'université du Michigan. Cependant, depuis 2 ans, pas mal de filles avaient disparu dans les environs et rapidement un lien avait été fait entre elles. Karen en était consciente et de plus elle ressemblait fortement à toutes ces filles. Pour changer d'apparence, elle avait alors décidé d'aller s'acheter une perruque, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Karen Bainman, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo, une histoire qui est vraiment dingue. Alors comme vous le savez sans doute, j'aime pas trop parler de tueurs en série sur cette chaîne. Je parle souvent de victimes plutôt singulières. Ici, on va effectivement parler d'un tueur en série, mais vous allez voir, on va quand même se consacrer énormément au cas de Karen. C'est vraiment elle qui nous intéresse dans cette affaire et vous allez voir, son histoire est totalement, mais totalement dingue. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aussi, j'ai créé un compte TikTok. Je m'y suis mise, j'avais jamais téléchargé cette application auparavant. Mais là, je me suis dit, vas-y, on est dans l'air du temps. On crée un compte TikTok. Donc voilà, je vous mets aussi le lien vers le compte en barre de description si vous avez envie de suivre un petit peu plus d'histoire. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans la vidéo. Karen Sue Bainman est née le 10 février 1951 aux États-Unis dans l'État du Michigan, dans la ville de Grand Rapids. J'ai malheureusement peu d'informations sur son enfance, donc on va passer directement à ses 18 ans, mais vous allez voir, on va quand même assez bien la connaître. En fait, en 1969, elle avait 18 ans et elle était en première année à l'Eastern Michigan University, qui se situait à plus ou moins 2 heures de route de sa ville natale. Il faut savoir que Karen avait toujours été vue comme le genre de fille prudente et sensée. En soi, elle faisait toujours les choses bien. Et donc vous allez voir, c'est aussi la raison pour laquelle toute cette histoire va énormément surprendre les gens qui la connaissaient. Plongeons-nous alors dans la journée du mercredi 23 juillet 1969. La journée avait commencé totalement normalement. Karen avait suivi ses cours en matinée et puis sur le temps de midi, elle était allée déjeuner sur le campus avec ses amis. On sait qu'elle a quitté ses copines vers 12h15 afin de se rendre seule dans un magasin de perruques appelé Wigs by Joanne. Le magasin se trouvait à plus ou moins 2 km du campus et Karen avait décidé de s'y rendre à pied. C'était censé lui prendre un peu plus de 30 minutes. Mais voilà, en chemin, eh bien Karen va se faire approcher par un jeune homme, assez beau d'ailleurs, qui était en moto. Cet homme s'est approché d'elle et lui a dit que l'homme qu'on appelait l'éventreur d'Ispilenti se trouvait dans les parages et qu'il était dangereux pour elle de marcher seule. C'est donc maintenant que je fais une parenthèse pour vous parler du célèbre tueur en série du Michigan qu'on appelle aussi l'éventreur d'Ispilenti. C'est un tueur en série assez célèbre et qui était donc connu pour être actif à l'époque dans la région. Il faut savoir qu'en l'espace de 2 ans, l'éventreur d'Ispilenti avait tué plusieurs jeunes femmes, notamment des étudiantes brunes, justement dans le comté de Washtenaw, donc là où se trouvait l'université de Karen. En tout, il avait déjà tué 6 jeunes femmes âgées de moins de 25 ans dans un rayon de 24 km autour de l'université. Et il faut savoir d'ailleurs que tous ces meurtres avaient vraiment traumatisé toute la région parce que vraiment la manière odieuse dont le tueur s'en était pris était très choquante. On sait qu'avant de tuer chacune de ses victimes, il les avait agressées sexuellement et torturée pendant une longue période. Pour vous dire, une a été fouettée pendant des heures, une autre a été agressée sexuellement avec une branche d'arbre et encore une autre a été contrainte de consommer de l'eau de javel. En fait, ce qui en est ressorti, c'est que tuer ne lui suffisait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était que ses victimes souffrent le plus possible avant de décéder. Et voilà, ce qui est encore plus dingue dans cette affaire, c'est que les autorités n'arrivaient pas à le coincer. Il a quand même sévi pendant 2 ans, a fait de nombreuses victimes et pourtant, eh bien, il ne laissait aucune trace sur son passage. Il faut vraiment se dire que la police était totalement déconcertée et frustrée.
C'est surtout parce qu'ils n'avaient jamais vraiment été confrontés à ce genre de choses dans la région, il n'y avait jamais eu de tueur en série ou quoi que ce soit, donc ils n'avaient jamais été face à ce genre d'enquête. Donc voilà, en 1969, 2 ans après le premier meurtre, eh bien, ils n'avaient toujours eu aucun suspect. Dites-vous qu'ils n'avaient même aucune preuve à part les cadavres mutilés qu'ils avaient retrouvés, il n'y avait aucun indice. De plus, comme je vous l'ai dit, eh bien, le tueur avait un type de victime en particulier, c'était des jeunes filles étudiantes souvent brunes, et Karen, eh bien, c'était une étudiante brune, donc elle était la parfaite victime pour ce tueur. C'est donc pour ça que le mercredi 23 juillet, elle se rendait dans un magasin de perruques afin de prendre une perruque blonde. Donc voilà, pour en revenir aux faits, elle marche vers le magasin quand soudain un jeune homme en moto s'arrête et lui dit qu'elle devrait vraiment faire attention car le tueur rôde au moment même. Donc voilà, ce jeune homme va alors proposer à Karen de monter sur sa moto et de l'amener directement au magasin de perruques parce que selon lui, eh bien, c'était bien plus prudent. Et justement, comme je vous l'ai dit, Karen était quelqu'un de prudente. Elle ne faisait pas d'autostop et n'acceptait jamais d'aller quelque part avec un étranger. Mais voilà, cet homme a dû la convaincre parce que cette fois-ci, eh bien, Karen a accepté de monter avec lui sur sa moto. Une fois sur la moto, l'homme a bel et bien conduit jusqu'au magasin de perruques et y a déposé Karen. Elle est alors entrée dans le magasin, elle a acheté sa perruque et au moment de payer, elle a dit quelque chose de très étrange au gérant qui s'appelait Johan Gauche. J'ai fait 2 choses aujourd'hui que je pensais ne jamais faire. L'une était d'acheter une perruque et l'autre était d'accepter une promenade en moto avec un inconnu. Après ça, elle a ajouté: je dois être soit la fille la plus courageuse, soit la fille la plus stupide du monde parce que je viens d'accepter de me faire amener ici par ce type. Johan, donc le gérant du magasin, va quand même trouver ça un petit peu bizarre. Il va en parler avec son assistante qui elle aussi trouve la situation étrange. L'assistante va alors décider de sortir pour regarder qui était cet homme sur la moto et au moment où elle a voulu le regarder, eh bien l'homme a un petit peu tourné la tête. Donc malheureusement à cause de ça, elle n'a pas bien pu voir son visage. Mais bon, elle l'a quand même décrit comme un mec assez beau, mince et ayant plus ou moins 22 ans. Mais en tout cas, que ce soit Johan ou son assistante, tous les deux ont trouvé la situation bizarre et ils ont quand même voulu en parler à Karen. Ce que Karen va expliquer, c'est que l'homme sur sa moto l'attendait et il allait la raccompagner jusqu'à son université. Mais là, Johan et son assistante vont presque implorer Karen de ne pas remonter avec lui. Elle pouvait pas tenter le diable 2 fois, donc ils vont vraiment lui demander de refuser l'aide de cet homme. Pour vous dire, Johan a même proposé à Karen de la reconduire directement au campus dans sa voiture, mais Karen a cette fois refusé. Elle les a ensuite rassurés en leur disant qu'elle allait marcher plutôt que repartir sur la moto de l'homme. Finalement, Karen est sortie du magasin, mais bizarrement, Johan et son assistante ont continué à avoir une sensation étrange comme si quelque chose d'horrible allait se produire. Ils ont alors regardé par la fenêtre pour essayer de voir de loin l'interaction que Karen allait avoir avec le motard. Au début, ils vont donc voir Karen aller vers ce motard et lui dire gentiment qu'elle ne voulait pas rentrer avec lui. Mais il a semblé insister et au final, eh bien, ils ont vu Karen remonter sur sa moto et partir avec cet homme. Malheureusement, Karen venait de faire un très mauvais choix parce que cet homme sur sa moto s'appelait en fait John Norman Collins et serait identifié plus tard comme étant le fameux tueur en série qui sévissait dans la région. Alors, que s'est-il passé après que Karen soit montée sur la moto? On sait que John a alors forcé ou persuadé Karen de l'accompagner chez son oncle qui s'appelait David Lake. Alors, l'oncle de John était en fait un policier qui, au moment des faits, n'était pas chez lui parce qu'il était parti en vacances. Mais voilà, au moment où Karen a pénétré dans cette maison avec John, elle signait malheureusement son arrêt de mort. D'ailleurs, après ça, eh bien, plus personne ne la reverra jamais vivante. Le soir même, lorsque Karen n'est pas rentrée sur le campus, ses amis se sont inquiétés. Ils se sont alors rapidement rendus au magasin de perruques et c'est là que le gérant leur a dit tout ce qu'il savait. C'est là aussi que tout le monde a su que quelque chose de grave était sans doute arrivé à Karen. Donc à partir de là, ça a été très vite, la disparition de Karen sera signalée aux autorités et une enquête sera lancée. Malheureusement, les choses vont devenir tragiques lorsque son corps sera retrouvé le dimanche 26 juillet, soit 3 jours après sa disparition. En fait, ce jour-là, un professeur de l'université et sa femme marchaient sur une promenade qui se situait le long de la rivière Huron et à proximité du campus.
Ils avaient alors remarqué que sur le bas-côté de la route se trouvait le corps nu d'une jeune femme. Ils avaient immédiatement appelé la police qui était alors venue et selon un premier rapport, les enquêteurs et médecins sur place noteront que le corps et le visage de la victime avaient été violemment battus. De plus, il y avait des lésions un petit peu partout sur le corps au point que certains morceaux de peau semblaient même avoir été enlevés. Par contre, il faut savoir que les enquêteurs ont tenu toute cette découverte secrète. En temps normal, quand la police retrouve un corps, eh bien, les médias sont mis au courant, la famille de la victime est mise au courant. Mais dans ce cas-ci, quand le corps a été identifié comme étant celui de Karen, les enquêteurs se sont alors dit qu'il valait mieux rester discret. Alors, pourquoi toute cette discrétion? En fait, dès le début de l'enquête, dès la disparition de Karen, la police avait eu l'intuition qu'elle avait pu être victime du tueur en série qu'il pourchassait. Elle correspondait parfaitement au profil type des victimes et ses blessures étaient en partie les mêmes que les autres victimes. Et à ce moment-là, les enquêteurs avaient noté que le tueur avait souvent eu comme technique de se débarrasser du corps de ses victimes dans un ravin et puis d'y revenir quelques jours plus tard pour les changer de place. Sachant ça, ça voulait donc dire qu'il allait sans doute revenir sur place afin de bouger le corps de Karen. Donc là, les enquêteurs, ils ont discrètement retiré le corps de Karen du ravin, ils l'ont transféré à la morgue, mais pour donner l'illusion que son corps s'y trouvait toujours, eh bien les policiers ont été chercher un mannequin en plastique dans un magasin à proximité et l'ont déposé à l'endroit où le corps de Karen avait été retrouvé. Alors, en parallèle, un médecin légiste a autopsié le corps de Karen et voilà ce qu'il a noté. Elle avait subi de graves blessures au crâne et au cerveau, des blessures sans doute infligées par un objet contondant. De plus, il sera noté qu'elle avait été si fortement battue qu'elle était méconnaissable. Pour vous dire, les enquêteurs avaient même eu besoin de relever ses empreintes digitales afin d'être totalement sûrs de son identité. Clairement, on pouvait clairement voir qu'elle avait été forcée d'ingérer de l'eau de Javel. D'ailleurs, son corps tout entier avait été recouvert d'eau de Javel. D'ailleurs, à cause de ça, elle avait de fortes brûlures au cou, aux épaules et à la poitrine. Mais attendez, parce que ce n'est pas tout. On retrouvera également des morceaux de tissu dans la gorge de Karen, ce qui montrait qu'elle avait été bâillonnée. On lui avait mis des tissus dans la bouche pour éviter qu'elle crie sans doute, et elle avait fini par les avaler. La mort était donc survenue après toute cette torture et elle était sans doute décédée des suites d'un violent étranglement. Mais à présent, eh bien, revenons-en aux enquêteurs. Pour essayer de coincer ce fameux tueur en série, ils ont positionné une équipe de 9 policiers à proximité de la zone où ils avaient déposé le mannequin. Leur but était évidemment d'attendre le moment où le tueur allait revenir pour bouger le corps et à ce moment-là, de le coincer. Clairement, c'était un plan qui pouvait fonctionner, mais malheureusement, eh bien, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le 27 juillet, donc le lendemain de la découverte du corps de Karen, les policiers étaient tous placés à leur poste pour essayer de coincer le tueur. Mais voilà, vers 23h30, la pluie a commencé à tomber et de plus en plus fort. Le problème, c'est qu'il faisait noir, il n'y avait aucune lumière et avec la pluie, on voyait encore moins bien. De plus, eh bien, les policiers ne pouvaient pas allumer leur lampe torche, sinon ils auraient été cramés. Mais malgré tout, vers minuit 15, eh bien, un policier a remarqué la silhouette d'un homme qui courait près du ravin où était planqué le mannequin. Le policier a alors tenté d'appeler ses collègues qui étaient sur place, mais il a remarqué que sa radio ne fonctionnait plus, ou en tout cas très mal, à cause de toute la pluie qui était tombée dessus. Donc là, même s'il était seul, le policier a décidé d'y aller et il s'est lancé à la poursuite de cette mystérieuse silhouette. Un autre policier qui était positionné un petit peu plus loin a remarqué la course-poursuite et donc lui aussi est sorti de sa cachette et il a couru vers l'homme suspect. D'ailleurs, je vous le dis déjà, mais on aura la confirmation plus tard que l'homme qu'il poursuivait était bel et bien le tueur en série. Mais malheureusement, eh bien, il a été trop rapide et il a réussi à semer les policiers. C'était donc une énorme défaite pour les enquêteurs parce qu'à présent, ils avaient grillé leur meilleure chance d'enfin pouvoir l'attraper. D'ailleurs, quand la presse a été mise au courant de tout ça, ils n'ont pas du tout été tendres avec les autorités et ils les ont vraiment enfoncés. Mais bon, les autorités ne se sont pas laissées démonter et ils ont continué la recherche. Ils ont alors décidé d'aller interroger Johan, le propriétaire du magasin de perruques, ainsi que son assistante. Rappelez-vous, c'était en fait les seules personnes vivantes à avoir récemment aperçu le visage du tueur. Donc grâce à leur témoignage, un portrait robot du tueur a pu être réalisé et après ça, il a été diffusé dans tous les journaux du Michigan.
Mais ce n'est pas tout parce que Johan était un passionné de moto et donc il a pu identifier quel était le modèle de la moto du tueur. On apprendra alors qu'elle était de la marque Triumph, ce qui était une information extrêmement importante. Mais revenons-en à ce portrait robot qui a été diffusé et justement, une personne va sembler reconnaître l'homme. Cet homme était un policier débutant qui s'appelait Larry Mathewson et lorsqu'il va ouvrir son journal comme il le faisait chaque matin, mais cette fois-ci il était littéralement tombé des nues lorsqu'il était tombé sur le croquis du tueur qu'on appelait l'éventreur d'Ispilenti. Larry avait récemment été diplômé de l'université et dans la même promo que lui, il y avait un certain John Norman Collins avec qui il était notamment dans la même fraternité, la fraternité Theta Chi. John avait été expulsé de la fraternité pour vol, mais malgré tout, Larry l'avait pas mal fréquenté. Et donc là, Larry a réalisé que ce portrait robot était presque trait pour trait le portrait de John. Il a donc décidé de prévenir ses collègues de la police et suite à ça, les enquêteurs se sont concentrés sur John Collins comme principal suspect. En fait, c'était même le seul suspect dans cette enquête parce que jusqu'ici, la police n'avait jamais eu un seul suspect. Donc là, les enquêteurs vont interroger toutes les personnes roulant en moto dans la région. Leur but évidemment, c'était d'interroger John, mais pour que ça paraisse un peu moins visé, ils avaient interrogé toutes les personnes de la région qui possédaient des motos semblables. En gros, le but, c'était de noyer le poisson pour que John ne se sente pas vraiment en danger. Donc là, chacun des conducteurs interrogés va être très sympathique. Ils vont donner leur permis de conduire, ils vont donner leur numéro de plaque et tout va très bien se passer. Par contre, John va lui refuser et même assez mal réagir à cette demande. Ce qui était donc un comportement extrêmement suspect. En parallèle, Larry, donc qui était le policier qui avait reconnu le portrait de John dans le journal, va servir d'appât. Larry va alors rencontrer John et va lui proposer de le rencontrer sous prétexte de parler de leur fraternité. John a alors accepté, mais sur place, il avait cramé que quelque chose était étrange. À ce moment-là, John s'était mis en colère et il avait même menacé Larry de le faire virer de la police. En fait, il lui avait rappelé que son oncle, donc David Lake, était un sergent de police et qu'il était donc capable de le faire virer. Je le reprécise pour vous resituer, mais c'est donc dans la maison de David que Karen avait sans aucun doute été tuée par John. Mais ça évidemment, David n'en avait aucune idée. D'ailleurs, lorsque David a appris que son neveu était le principal suspect dans l'affaire de l'éventreur, il n'a pas du tout cherché à le protéger. Il va même témoigner contre lui en disant que lorsqu'il était revenu de vacances, il avait remarqué que beaucoup de ses produits de nettoyage avaient disparu. Mais il précisera qu'à ce moment-là, il n'en avait rien pensé, mais qu'à présent qu'il était suspect dans toutes ces affaires de meurtre, le fait que ces produits de nettoyage aient disparu, ça paraissait quand même bizarre. Mais David dira également qu'il avait retrouvé des taches de peinture noire dans son sous-sol. Il dira qu'il ne pensait pas que c'était du sang, mais que tout de même, il voulait en être sûr. Donc suite à ça, une équipe médico-légale est venue à son domicile. Les taches noires au sous-sol ont été analysées et effectivement, ce n'était pas du sang. Par contre, l'équipe médico-légale va gratter cette peinture noire et en dessous, ils vont retrouver du sang. Malheureusement, je le reprécise, mais on était en 1969, donc c'était strictement impossible de faire quoi que ce soit avec l'ADN. Donc voilà, ils n'ont pas pu vérifier si le sang correspondait à celui de Karen. Par contre, une chose qu'on a pu savoir est que le sang retrouvé était du même groupe sanguin que celui de Karen. À partir de là, les enquêteurs ont alors émis l'hypothèse que John avait tué Karen dans le sous-sol de son oncle. Il avait ensuite tout nettoyé et les quelques gouttes de sang qui restaient sur les murs, il les avait couverts avec de la peinture noire. En parallèle de tout ça, une autre équipe d'enquêteurs va montrer la photo de John à Johan, le patron du magasin de perruques, et à son assistante, vu qu'ils avaient vu le visage de l'homme avec qui Karen était partie en moto. Malheureusement, leur témoignage n'a pas réellement aidé les enquêteurs. Ils ont dit que oui, ça semblait être lui, mais qu'ils n'en étaient pas sûrs à 100%. Donc évidemment, c'était pas un témoignage fiable pour pouvoir arrêter John. Mais bon, malgré tout, il y avait assez de preuves contre John et au final, la police de l'État du Michigan a arrêté John Norman Collins. Il a alors été accusé d'être le meurtrier de Karen, mais également suspecté d'être le fameux éventreur qui sévissait depuis 2 ans. Ce qui a été dingue à son arrestation, c'est que pas mal de membres de la
la communauté qui côtoyait John pensaient encore sincèrement qu'il était innocent. Dites-vous bien que son procès a été le plus long et le plus coûteux jamais vu dans le comté de Washtenaw. En tout cas, au procès, eh bien, John a tenté de s'innocenter en disant à quel point tout ça ne pouvait pas lui ressembler. Il avait étudié pour devenir enseignant en maternelle et a vraiment joué sur le fait que beaucoup ne le croyaient pas capable d'une telle violence. Il faut également savoir que John était seulement inculpé pour le meurtre de Karen parce que c'était le seul meurtre que les autorités avaient réussi à relier formellement à lui. Même si évidemment, vous le savez, mais on le soupçonnait très fort d'être ce fameux tueur, voire éventreur en série. Alors, il faut savoir que le procès a eu lieu au mois d'août 1969 et la première semaine a été assez fort médiatisée. Mais à partir du 9 août, donc plus ou moins 7 jours après le début, eh bien la presse va se consacrer à une toute autre affaire. En fait, Sharon Tate, une célèbre actrice hollywoodienne, venait d'être assassinée par le groupe de Charles Manson, qui était donc un très gros gourou de secte qui a poussé des gens au meurtre. Mais je pense évidemment que vous connaissez déjà cette histoire. Mais en tout cas, après le meurtre de Sharon Tate, eh bien les médias ont arrêté de parler de la mort de Karen et du potentiel éventreur d'Ispilenti. C'est vraiment triste et c'est la raison pour laquelle cette affaire n'a pas fait autant de bruit que d'autres affaires de tueurs en série. Mais au final, le 19 août 1969, John Norman Collins a été reconnu coupable à l'unanimité du meurtre au premier degré de Karen Sue Berman. Quand le juge l'a déclaré coupable, eh bien John restait impassible. Par contre, sa mère et sa sœur ont dû sortir de la salle d'audience parce que c'était vraiment trop pour elles. En tout cas, par la suite, John a été condamné à la prison à perpétuité et je précise que la peine de mort était abolie dans l'État du Michigan, donc elle n'a pas été envisagée. Aujourd'hui, John est donc toujours en prison. Par contre, il n'a jamais été reconnu coupable du meurtre de ses autres présumées victimes. Donc voilà, aujourd'hui il est présumé responsable de tous les meurtres attribués à l'éventreur d'Ispilenti, mais il n'a jamais été jugé pour ça. En tout cas, voilà comment se termine cette histoire, comment se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, si vous pensez bel et bien que cet homme est ce fameux tueur en série. Voilà, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, d'aller faire un tour sur mon compte TikTok. Et voilà, maintenant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!